ce premier exposé académique de l'après-midi, on a le plaisir d'accueillir Jérôme Bolt. Donc Jérôme est professeur à l'école d'économie de Toulouse et donc c'est un spécialiste d'optimisation et plus particulièrement des méthodes et des systèmes gradients d'analyse non lisse, et ça a été un des pionniers du développement de la vision géométrique de ces choses-là, en lien avec des applications notamment en intelligence artificielle, et donc il va nous parler aujourd'hui d'optimisation et d'intelligence. Donc Jérôme. Allô, ouais. Merci Edouard et merci à Jérôme pour l'invitation. Cet exposé correspond à une interrogation quand même assez inachevée, et donc le titre est ronflant. Donc une interrogation sur les rapports qu'entretiennent l'optimisation et l'intelligence. Il va être décomposé en 3 parties. Dans une première partie, je parlerai de la toile de fond algorithmique de l'intelligence artificielle qui est l'algorithme de gradient. Dans une deuxième partie, je rappellerai quelques faits historiques en relation mettant en relation la raison, l'intelligence et le calcul. Et j'essaierai de conclure sur les aspects modernes de ces choses-là. Donc, alors... Ok, donc l'algorithme central de l'optimisation en grande taille est l'algorithme de gradient. Alors c'est assez facile de se figurer un gradient avec les exposés qu'on a vus précédemment. On se place donc, comme Clément le recommandait, sur un profil montagneux, on regarde autour de soi et on choisit la direction de plus grande pente. Ça me donne la direction de l'opposé du gradient, qui est un vecteur, et sa norme correspond à la profondeur de la pente. Donc, ce faisant, on peut définir, donc c'est l'optimisation. On veut trouver le point, l'altitude la plus basse du profil montagneux en question. Donc, on veut minimiser la fonction. Et donc, si je mets en équation ce que je viens de dire, j'obtiens cette équation-là, la première équation. On a aussi une version continue de cette dynamique de gradient qui consiste à se dire qu'on va tracer des lignes orthogonales aux lignes de niveau et qui donc vont progressivement s'approcher d'endroits de basse altitude. Alors, il est à peu près clair qu'un algorithme de ce type ne peut pas trouver en général le minimum global. Si on part à un mauvais endroit, comme vous le voyez sur le dessin, on va trouver un minimum local et on ratera le minimum global. Alors, pourquoi est-il si important en grande taille ? Tout d'abord, il a un coût très avantageux. Il y a une addition à réaliser ici et le calcul du gradient. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi beaucoup de possibilités d'accélération. Et quelque chose que je trouve assez passionnant personnellement, c'est que cette dynamique, en fait, se retrouve dans la nature sous toutes sortes de formes et de modalités. C'est une équation qui gouverne l'équation de la chaleur, qui est reliée à l'évolution cinétique des gaz, qu'on retrouve en jeu et qu'apparemment on peut retrouver en génomique, si j'en crois l'exposé de Gabriel Perret ce matin. Et donc on a de nombreuses intuitions pour penser cet algorithme. Alors, on va essayer de faire vivre cet algorithme, mais auparavant, je voudrais mentionner 2 faits. La première chose, c'est que cet algorithme est une notion métrique. C'est-à-dire que je peux, étant donné une fonction définie sur un espace qui est muni d'une distance, définir une dynamique de gradient là-dedans. L'idée consiste simplement à modifier, donc on a vu que la dynamique de gradient, c'était une dynamique qui générait des courbes orthogonales aux lignes de niveau. Donc là, on va modifier le champ d'angle, et on va voir d'autres types de dynamiques. Donc c'est relativement naturel à comprendre.
Et donc, vous pouvez garder en tête qu'une courbe de gradient, c'est une famille d'orthogonales aux surfaces de niveau, sauf que les orthogonales peuvent dépendre de la métrique que vous aurez choisi de mettre en œuvre. Voilà, donc un premier fait. Un deuxième fait bébête de l'optimisation. Quand on a affaire à un problème d'optimisation, il est souvent intéressant de le reformuler. Donc le reformuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous partez de minimum de f sur Rd et vous trouvez une fonction, grand F, qui est définie sur un autre espace et qui réalise cette égalité. Et évidemment, on espère aussi une correspondance entre les solutions. Okay? Donc voilà, deux choses à garder en tête pour la suite. Et j'en arrive aux illustrations. Donc ça, c'est la dynamique de gradient dont je viens de parler. Et maintenant, on va jouer avec les reformulations. Alors, première reformulation qu'on pourrait réaliser, on garde pour espace sous-jacent Rd, comme vous le voyez. On ne change pas la fonction, mais on modifie la métrique. La métrique qu'on considère est pondérée par la dérivée seconde de la fonction. Donc vous avez cette chose-là, ok. Et ça donne, quand vous écrivez la métrique de gradient, cette équation-là. Donc vous voyez que on retrouve ce qu'on appelle la méthode de Newton. Vous avez dû en entendre parler à un moment donné. Et géométriquement, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que là, en bleu, vous avez la méthode de gradient qui suit la plus grande pente et qui s'achemine vers le minimum. La méthode de Newton, quant à elle, a une autre distribution d'angle droit à cause du changement de métrique. Et elle va aller tout droit. Donc, elle semble beaucoup plus intéressante. Effectivement, mais il y a un prix à payer, c'est que pour obtenir cette chose-là, il va falloir inverser une matrice, et ça en grande taille, ça n'est pas possible. Okay ? Alors on peut continuer de s'amuser avec un exemple beaucoup plus surprenant. Cette fois-ci, on va augmenter l'espace de base Rd en le multipliant par Rd à nouveau. Rd sera un espace de vitesse, donc en fait c'est espace position-vitesse. Et on va considérer grosso modo ce qu'on appelle l'énergie totale de la physique. Il y a des petites variations à apporter. Donc énergie cinétique plus énergie potentielle. On va choisir une métrique bien tournée. Et lorsqu'on écrit la dynamique de gradient, on va, dans cet espace, on va se retrouver avec cette équation, qui est l'équation dite de la boule pesante. Donc cette fois-ci, on est sur le profil montagneux qu'évoquait Clément. On y place une boule qui est astreinte à s'y déplacer et qui est soumise à des forces de frottement. Okay. Et elle va, elle aussi, s'acheminer vers un point bas, sauf qu'elle va osciller. C'est la courbe orange que vous voyez ici. On peut faire des choses encore plus fortes avec ce jeu de formulation et de changement de métrique. Alors là, on part à nouveau de ce problème. Et cette fois-ci, on va voir les points de Rd comme des positions possibles pour une particule. D'accord ? C'est le X. W, pardon. Et au lieu d'affecter une position précise à ma particule, on va lui donner une probabilité de présence. Donc elle peut se trouver un petit peu partout. Cette probabilité s'appelle P, dans mon discours. Elle est là. Et pour évaluer l'énergie, le coût de ma particule, on intègre, là ça devrait être petit f, à la place de grand F, contre dp. Donc on fait la moyenne totale. Et donc, il est facile de voir que le min de petit f, c'est le min de grand F. Okay ? Donc ça, c'est une relaxation qui paraît très compliquée, mais elle permet de faire une chose assez remarquable, qui est de forcer l'ubiquité des particules. Alors comment on va forcer l'ubiquité des particules ? On va rajouter ce terme-là,
Donc ici, là, vous retrouvez ce qu'on avait sous une forme un peu plus simple. On a des mesures continues absolument qui ont une densité par rapport à Lebesgue. On va y ajouter une énergie, une entropie dite de Boltzmann. Et cette entropie va forcer l'ubiquité, c'est-à-dire qu'elle va interdire à la particule, elle va obliger la particule à être un peu partout, avec une certaine probabilité. OK. Et quand on regarde avec la métrique du transport optimal définie ce matin par Gabriel, on obtient cette dynamique, on obtient une dynamique de gradient, et cette dynamique des gradients s'écrit comme ceci. Bon, c'est une EDP compliquée, dite équation de Fokker-Planck, mais ce qui est intéressant, c'est que la loi qui régit cette équation compliquée correspond à ce processus stochastique. Et ce processus stochastique est assez simple, puisqu'il consiste à suivre la dynamique de gradient et à y rajouter un élément brownien qui permet une exploration de l'espace. Donc concrètement, ça va donner une chose de ce type-là. Là, on lance plein de particules en même temps. Donc vous avez une fonction ici. Les petits points rouges sont des particules et le minimum global doit être ici. Et vous demandez à ces particules de suivre la dynamique que j'ai évoquée. Et donc, il y a une évolution erratique, mais effectivement, au cours du temps, il y a une concentration sur le minimum global qui a lieu. Voilà. Un autre aspect assez important de l'optimisation moderne, c'est qu'on a des problèmes non lisses. Et ils sont assez importants à traiter, comme on le verra plus tard. Alors, pour un problème non lisse, il faut qu'on définisse une dérivée non lisse. Cette dérivée non lisse s'obtient par les considérations suivantes de sous-tangente. Vous voyez, géométriquement, c'est quelque chose de relativement simple. On prend l'enveloppe convexe de toutes les tangentes voisines. Okay. Et une fois qu'on a cet objet, on peut définir une méthode de sous-gradient qui est un peu différente que précédemment, puisque cette fois-ci, le gradient n'est pas univalué. On a plusieurs propositions de descente quand on est à un certain endroit. Et donc, on a non pas une équation, mais une inclusion. Il faut choisir une descente particulière. Et quand vous regardez ça sur un profil, on a évidemment beaucoup d'oscillations parce que c'est non lisse et ça pose des problèmes, disons, techniques assez sérieux d'études de convergence. Voilà. Donc, vous voyez ici que les méthodes de gradient peuvent prendre beaucoup de formes différentes. Et que donc, elles offrent une grande flexibilité pour faire de l'optimisation. Donc, juste pour conclure sur cette partie, l'étude de la convergence de ces méthodes vers un minimum se fait en général par des inégalités reliées à la géométrie des objets, donc la convexité, la courbure, ou des mesures de platitude. Je ne vais pas insister là-dessus, on peut y revenir au besoin. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est des choses qui marchent aussi bien en dimension finie qu'en dimension infinie avec les probabilités. Ça marche dans toutes sortes de cas. OK. Donc, on en arrive, après cette introduction technique peut-être un peu longue, au questionnement qu'on a, qu'on se donne sur la raison et le calcul. Et là, je propose 3 citations convergentes de 3 grands penseurs du XVIIe siècle.
René Descartes, Thomas Hobbes et Leibniz. Donc on les prend dans les 3 grands pays de cette époque-là, hein, France, Angleterre, Allemagne. Alors je vais lire peut-être celle de Leibniz qui est amusante. Alors, il ne sera plus besoin entre 2 philosophes de discussions plus longues qu'entre 2 mathématiciens, puisqu'il suffira qu'ils saisissent leurs plumes, qu'ils s'asseyent à leur table de calcul, en faisant appel, s'ils le souhaitent, à un ami, c'est entre parenthèses, et qu'ils se disent l'un à l'autre « calculons ». Et donc, ces 3 philosophes pensent la même chose. La raison, c'est in fine du calcul. Mais on ne sait pas comment mettre en œuvre ce calcul. Alors, c'est des idées qui semblent folles. Elles sont émises au XVIIe siècle. Mais on va voir qu'elles ne sont pas tant que ça, même si elles sont assez inquiétantes. Voilà. Donc, Leibniz, c'était même entiché de l'idée de construire une machine qui pourrait raisonner, qu'il appelait le calculus ratiocinator. Bon, c'est devenu finalement une machine à calculer qui a succédé à la pascaline. Mais donc il y avait cette idée de trouver une façon de traduire la raison en calcul. OK. Et donc ce grand projet d'automatisation s'est poursuivi. Alors de façon plus humble d'un certain point de vue, c'était pas connecté à la raison mais au calcul. Donc c'est le grand projet d'automatisation du calcul qu'on connaît tous, hein, qui nous a amené aux ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Mais il est bon quand même de préciser que dans cette grande symphonie du calcul, on a des calculs élémentaires, mais l'optimisation apparaît comme une extension naturelle du calcul élémentaire, hein, avec la résolution d'équations, comme la division entre réels ou la résolution de l'extraction d'une racine carrée. Tout ça, c'est des problèmes d'optimisation et aujourd'hui, c'est des solveurs. OK. Alors, la première réponse intéressante sur la modélisation de la raison nous vient des neurosciences, c'est-à-dire sur des gens qui s'intéressent à la psychologie, à la psychobiologie. Et c'est ce fameux perceptron dont vous avez peut-être entendu parler. Donc au départ, c'est la modélisation d'un neurone, hein. Là, ça c'est un neurone. Ça c'est des dendrites qui arrivent au neurone et ça c'est l'axone en sortie. Les dendrites sont vecteurs d'information. Bon. Information est concentrée dans le neurone et selon la quantité qui est obtenue, le neurone s'active ou ne s'active pas. Et donc ça permet de distinguer entre 2 types, par exemple, d'objets. Soit ici s'active. Voilà. Concrètement, ça a permis de classer des données de 2 types possibles. Et ça a même été programmé par Rosenblatt, qui était psychométricien à Cornell, sur un des premiers gros ordinateurs d'IBM. Et il obtenait une séparation des données assez satisfaisante. Il s'exclamait même sur le New York Times en 1958 et nous disait que c'est assez saisissant de lire ces citations aujourd'hui. À l'avenir, les perceptrons pourront reconnaître des personnes et les appeler par leur nom. Ils pourront écrire du texte à la dictée ou le traduire instantanément dans une autre langue. Donc, on est encore dans le souffle des gens de la Renaissance, hein, qui pensent que cette raison, cette pensée peut se mettre en équation. Alors, je pense que ça devait paraître assez fou à l'époque, mais aujourd'hui, on a peut-être changé d'avis. Comment cette histoire de perceptron se connecte à l'optimisation ?
Tout simplement en écrivant une fonction qui mesure le défaut de séparation des données. Bon, là, vous pouvez me faire confiance. On a des données xi, yi, puis on écrit quelque chose d'un peu raisonnable. Et si cette fonction est minimale, on a séparé les données. OK ? Et donc, l'algorithme du perceptron, il est tout bête. C'est l'algorithme de sous-gradient que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que cette fonction, elle n'est pas lisse, elle n'est pas régulière. Et donc, on peut démontrer, si on prend un pas de 1 sur k, mettons, et qu'on initialise le système à un certain W0, que W, grand W étoile que vous voyez ici, va nous permettre de séparer les données. Donc, on affecte ces données sur les dendrites et on a séparation entre 2 types de données, les fameux chats et chiens, ce que vous voulez. Mais là, ce que je veux que vous regardiez, c'est cette chose-là. Elle est quand même très, très impressionnante parce que c'est une façon de discriminer, donc de raisonner. Et donc l'orchestration du calcul pour ce raisonnement, c'est de l'optimisation. Donc on se rapproche d'une réponse très, très partielle des gens de la Renaissance, la fin de la Renaissance. Oui, asseyons-nous à la table de calcul et calculons, en effet. Donc, il est tentant d'empiler les perceptrons. Donc là, vous en avez un en rouge et puis on les empile. Et ça fait ce qu'on appelle un réseau de neurones à progression avant. Et c'est tentant de se dire qu'avec des objets de ce type-là, plus des non-linéarités, on va arriver à faire des choses intéressantes. Et là, à nouveau, on a l'empirisme avec nous, comme avec le neurone du perceptron. En effet, les gens ont observé quelque chose de très intéressant qui se passe dans le cortex ventral du cerveau, cette zone-là. Quand on observe les images, quand on observe des images, on voit une activation par front d'onde successive des neurones depuis l'œil jusqu'à la fin du cortex. Chose encore plus étonnante, donc les fronts d'onde sont divisés on les voit selon certaines zones, il y en a plusieurs ici. On peut démontrer empiriquement que selon la zone du cerveau, il y a une sensibilité à la couleur, il y a une sensibilité à la texture, etc. Et donc, on le sait aujourd'hui, on voit les mêmes choses dans les réseaux de neurones. Donc là, on a un encouragement à utiliser ce modèle pour raisonner, entre guillemets, mathématiquement. Voilà. Alors, essayons de mettre ça en équation. Donc, on veut apprendre des données labellisées via un prédicteur. Donc, FW, c'est le réseau. Et on veut que FW de XI soit égal à YI pour un certain W qu'on aura su régler. Et pour ça, on fabrique une fonction à minimiser que vous voyez ici. Il y a un nombre qui est relativement important, c'est S, c'est le nombre de données qu'on a dans l'histoire. Okay ? Combien on fait avaler de données à la fonction. Ensuite, on ne va pas faire compliqué, on optimise cette fonction avec une méthode de gradient et on réalise grand E pas. Okay ? Donc, de nombre S, le nombre d'échantillons, E, le nombre de pas, d'époques, et D, la dimension. Et là, on se pose une question, c'est combien est-ce qu'on doit calculer de dérivées partielles pour faire un entraînement d'un truc comme ça. Donc là, j'ai pris l'exemple d'ImageNet, qui est une base de données célèbre.
qui est entraîné avec un réseau de neurones assez moderne. Et on a ces quantités pour ES. Non, ça doit être D. Et on voit que DSE, ça fait 10 à la puissance 18 dérivées partielles à calculer pour entraîner le réseau. Et ça, c'est l'âge de l'univers en secondes. Donc voilà, les gens se sont rapidement heurtés à ce problème-là. On ne peut pas vraiment dériver les réseaux de neurones. Et puis même l'idée de dériver aussi dérangeait les gens de l'empirique. Et puis on a redécouvert des résultats des années 70 et cet algorithme de rétropropagation qui, étant donné une fonction, nous permet de calculer très rapidement le gradient. Alors là, vous avez quelques considérations là-dessus qui sont peut-être amusantes. Vous prenez une fonction polynomiale Q et vous estimez le coût de calcul de Q par le nombre minimal de calculs arithmétiques pour évaluer sa valeur. Maintenant, au lieu de Q, vous prenez une fonction de RP dans R, puisque nous, on veut minimiser des fonctions, et on se demande quel est le coût de calcul pour le gradient. Bon, on va avoir pour le gradient P fonction comme f. Donc il est tentant de dire que le coût de gradient, il est dimension fois le coût de gradient de f, donc beaucoup plus cher. Et il y a un miracle dû à Bohr et Strassen qui nous dit qu'en fait on peut calculer ça assez intelligemment, de sorte à ce que le calcul de f et de gradient f n'excède pas 5 fois le coût de calcul de f. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a débloqué l'intelligence artificielle parce que c'est implémentable rapidement. Alors, une des choses qui est problématique et à laquelle on a réfléchi, c'est que, ok, cette chose-là va très vite, mais en pratique, les objets qu'on dérive ne sont pas réguliers. Alors pourquoi les objets ne sont pas réguliers dans les réseaux de neurones ? Il y a le fameux ReLU. Et il faut aussi comprendre qu'on ne dérive pas des fonctions, mais des programmes informatiques. Et donc, dans les programmes informatiques, il y a des choses qui sont très dérangeantes pour la régularité, qui sont les instructions conditionnelles. Les ifs and else, ça a tendance à faire des non-dérivabilités. Et toutes sortes de choses, comme par exemple les solvers. Si on a un solver qui dépend d'un paramètre, il n'y a pas de raison qu'il soit différenciable. Mais voilà, donc là c'est une partie très mathématique. Si les fonctions qu'on étudie sont dans une structure sympathique, alors là, nous c'était des structures au minimal, alors c'est un mot qui fait un peu peur, mais au fond c'est pas si compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction définissable dans une structure au minimal ? C'est une fonction qu'on peut exprimer avec des formules élémentaires qu'on agrège avec d'autres formules élémentaires. Donc, ce que j'appelle formule élémentaire ou fonction élémentaire, c'est l'addition, la multiplication exponentielle, les fonctions, toutes les fonctions qu'on utilise en fait dans la vie courante. Et ça, c'est une fonction définissable dans une structure au minimal. Donc, ça a une grande portée pratique. Et donc, voilà. Et on est parvenu à démontrer la chose suivante. Ça marche plus, ça ? J'ai fait une bêtise. Oui, on est parvenu à démontrer la chose suivante. Que la rétropropagation fonctionnait bien sur les fonctions, même si elles n'étaient pas régulières. Et on retrouve le gradient presque partout. On a une complexité très bonne pour le calcul de la rétropropagation. Et donc on est capable de démontrer rigoureusement que l'entraînement des réseaux de neurones mène à des points stationnaires. Voilà. Mais évidemment, ça ne suffit pas et c'est un peu décevant.
Et les gens s'attachent à s'attaquer à un problème très important et qui correspond à un fait empirique majeur. Quand on entraîne un réseau de neurones, malgré sa non-convexité folle, on le minimise avec la méthode de gradient, ce qui n'est pas normal quand vous pensez aux premières images que j'ai fournies. Ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. On descend très bas dans le coût. Alors on connaît le minimum à l'avance, c'est souvent 0. Et donc on voit qu'en fin d'entraînement, on est bas. Okay, et donc se posent des questions passionnantes. Quelle est au fond la structure des réseaux de neurones? Quelle est la structure derrière les réseaux de neurones qui fait que cette optimisation globale a lieu via une méthode locale? On peut aussi s'interroger sur le fait de l'implémentation stochastique. Donc on ne fait pas exactement la méthode du gradient, on fait quelque chose de beaucoup plus bruité en pratique. Et donc on a des résultats de plus en plus fins dans ce monde-là. Et en général, ils portent sur les réseaux où il y a une infinité de poids par couche, une infinité de couches ou des choses comme ça. Disons qu'il y a 4 grandes idées à ce que je peux en dire. Édouard m'a aidé là-dessus. Donc on a l'idée de la convexité cachée. Donc si effectivement le problème est non convexe, mais au fond convexe dans de très hauts régimes, ben c'est normal qu'on optimise globalement. On aurait aussi un phénomène de concentration des valeurs des minima. Alors là, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la méthode de gradient, génériquement, elle va sur des minima locaux. Elle évite tous les autres cas. C'est la selle de cheval. Si vous mettez une goutte d'eau sur la selle de cheval, il n'y a à peu près aucune chance pour qu'elle converge sur la partie parabolique positive de la selle de cheval. Elle tombe. Voilà. Donc ça, c'est... et donc on va toujours vers des minima locaux. Et si ces derniers se concentrent autour du minimum global, bon, ben c'est gagné. Une autre ligne de recherche qui est très intéressante, c'est l'ubiquité des minima globaux. Il y en a partout. Il y en a partout, donc quand on entraîne notre réseau de neurones, on n'est jamais loin. Et si on s'approche suffisamment d'un de ces minima, on pourrait aussi démontrer le bon conditionnement de la fonction. Vous vous rappelez de ces images que j'ai données au départ sur les fonctions et les inégalités de Lojasevic. Voilà, donc ça c'est un autre point de vue. Et il y a un dernier point de vue qui dit que la mise en œuvre de la méthode de gradient est très bruitée. Et donc comme elle est très bruitée, on a un comportement qui serait peut-être similaire à la méthode que j'ai décrite tout à l'heure, dite du recuit simulé. Donc on trouverait des minimums globaux par exploration aléatoire et probablement aussi par ubiquité des minima globaux. Mais bon, c'est encore critiqué. Les hypothèses sont ou seraient loin des réalités empiriques et la recherche est très intense sur ce sujet. Donc conclusion. Alors moi, ce qui m'a surpris en réfléchissant à ces choses-là, c'est cette idée des grands penseurs que la raison puisse se mettre en équation. Je trouvais ça ridicule. J'ai dû entendre ça au lycée, je pense, la première fois. Et j'imaginais des gens un peu enfiévrés, voilà, un progressisme un peu fou, presque faustien. Mais c'est surprenant ce qui est arrivé depuis. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de s'intéresser
d'étudier cette question. Jusqu'à où ça va aller? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Et quels domaines de l'intelligence, en fait, sont traités par cette approche? On aura remarqué aussi, j'espère, que les critères et les calculs sous-jacents sont orchestrés par l'optimisation. Donc derrière cette intelligence, c'est l'optimisation qui orchestre le calcul. Et dernier point que je voudrais faire remarquer, parce que des fois les gens disent l'apprentissage profond, c'est pas très sérieux, c'est pas de l'intelligence, peut-être, mais c'est quand même frappant de voir que c'est les gens des neurosciences, des psychologues, des psychométriciens qui nous ont apporté ces modèles, et ces modèles ont marché. C'est d'eux que ça vient. Voilà, et j'ai le sentiment, donc la rétropropagation est très critiquée par ces gens-là, elle est considérée comme impossible biologiquement, et ils disent que donc la progression, la phase d'apprentissage dans le cerveau n'a rien à voir avec la rétropropagation, et il faudrait trouver ce qui se passe, et ça on ne sait pas. Voilà.